Auditrices et auditeurs de la grande radio Yoga, c'est Abdurrahman Bari de la Commission centrale de Portafi Bantal Fouta Diallo. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission de la Commission centrale de Portafi Bantal Fouta Diallo sur l'histoire de notre Guinée. Alors, vous savez que cette histoire est marquée par la violence érigée en méthode de gouvernement par le régime tyrannique de Sékou Touré. Et c'est pourquoi, en regardant notre pays tous les jours, on se rend compte que, comme on le dit souvent, nous venons de loin. Et pourquoi? Auditrices et auditeurs de la grande radio Yoga, c'est Abdurrahman Bari de la Commission centrale de Portafi Bantal Fouta Diallo. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission de la Commission centrale de Portafi Bantal Fouta Diallo sur l'histoire de notre Guinée. Alors, vous savez que cette histoire est marquée par la violence érigée en méthode de gouvernement par le régime tyrannique de Sékou Touré. Et c'est pourquoi, en regardant notre pays tous les jours, on se rend compte que, comme on le dit souvent, nous venons de loin. Et pourquoi? Parce que durant ces 26 ans, la machine mise sur pied par Sékou Touré a eu pour seul rôle de détruire notre pays. Et comment? C'est en massacrant les hommes et les femmes capables d'aider ce pays-là à se relever, à être une nation démocratique, solidaire, avancée. Donc, la politique de Sékou Touré a consisté à éliminer les cadres guinéens, tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour le pays. Donc, toujours dans le cadre de la mission de Portafi Bantal pour mettre fin à l'impunité, c'est encore une autre façon de restaurer les milliers de victimes dans leurs droits et de rendre hommage au travail et à l'œuvre qu'ils ont accompli pendant qu'ils étaient en vie. Donc aujourd'hui, nous allons rendre hommage à l'un de nos aînés, une grande figure pour le développement de notre pays. Il s'agit de Dr Abdoulaye Diallo, dit Dr Kankan. Vous savez, ceux qui ont connu Elhadj Abdoulaye Diallo ont su le rôle qu'il a joué pour aider des milliers et des milliers de nos compatriotes malades qui venaient à l'hôpital de Kankan. Donc, sans tarder, nous allons aujourd'hui passer la parole à M. Bachir Ba, qui va faire l'exposé. Après Bachir, le panel de la Commission centrale va contribuer à enrichir le débat. Le panel de Radio Gandal, et maintenant la parole sera donnée au public. Et comme on le dit souvent aujourd'hui, puisque l'émission se passe en français, donc tous ceux qui veulent intervenir, ils peuvent intervenir dans la langue de choix. Nous allons traduire en français et le débat va continuer. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Bachir Ba pour l'exposer. M. Bachir, si vous nous écoutez, on vous passe la parole. Très bien, merci beaucoup, M. Bari. Je me joins à vous pour saluer tous ceux qui nous écoutent ce soir, où qu'ils soient à travers le monde. On leur remercie de leur fidélité et nous saluons en même temps le staff de Radio Gandal pour leur disponibilité et leur aide constante. Et nous vous souhaitons une bonne écoute dans cette petite page de visite de notre histoire tragique. Comme l'a indiqué M. Bari, on va parler et rendre hommage aujourd'hui à Dr Abdoulaye Diallo,
qu'on appelait Dr Abdoulaye Diallo de Cancan, homme qui fut de renom et qui fut, comme tous les cadres de notre pays, sacrifié à la cause d'un psychopathe et de sa famille de mafiotique. Pour introduire mon propos et l'asseoir, je vais parler de 3 points qui sont tout à fait en relation avec le destin tragique qu'a subi Dr Diallo. Le premier point, c'est sur les mécanismes de la terreur qu'on doit expliciter, les mécanismes de la terreur de sécurité qui doivent être explicités pour qu'on se rende compte de leur cynisme. On ne peut pas dire que c'est des erreurs, on peut dire que c'est des crimes, mais au-delà de leur caractère de crime, il y a quelque chose qu'on doit souligner absolument, c'est le caractère primautier, sauvage et surtout manipulateur des agents qui ont fondé ce système répressif. Et comme on l'illustrera avec l'hommage qu'on rend à Dr Diallo ce soir, on notera quelques caractères extrêmement réguliers dans la vie du grand Manitou de cette répression que fut Sékou Touré. C'était la manipulation et le mensonge que je vais illustrer tout à l'heure. Mais avant d'aborder ces 2 points introductifs, j'ai suivi des débats, je ne sais où, entre des Guinéens, où on parlait du nombre de morts sous la période de Sékou Touré. Autant que c'est intéressant pour les records historiques, le nombre de morts, de le situer autant que possible, autant ce débat, en fait, nous détourne de notre objectif qui est de démontrer le mécanisme de la terreur. Et en plus, on sait que par définition, tous les criminels d'État, en particulier, cachent systématiquement leurs méfaits. Donc il est impossible de savoir le nombre exact et il est quelque peu oiseux de s'y attarder en parlant de 20 000, de 50 000, de 30 000. Là n'est pas la question. Un mort, c'est déjà un mort de trop. Et en plus, sur ce nombre, c'est le mécanisme intrinsèque de la dictature de Sékou Touré qu'il faut qu'on comprenne et qu'on appréhende à fond. Et un exemple patent aujourd'hui qui est Dr Diallo, et avec d'autres exemples récents dont on a parlé d'un Dr Taran, Dr Mariga, c'est le fait que Sékou Touré n'a pas seulement tué des gens, il a tué la possibilité de ses concitoyens de se soigner et d'avoir une bonne santé. Ça, c'est des crimes qu'on ne peut attribuer qu'à des gens comme les Pol Pot. En plus d'avoir tué les rares bons docteurs qu'on avait dans le pays, tuerie qui expose la population à tous les méfaits qu'on peut imaginer, à des conséquences dramatiques, à des vies saccagées et à des morts dont on ne peut pas avoir le nombre. Il a ajouté à ça la destruction de l'esprit des gens par le sabotage systématique de l'enseignement. Donc il est quelque peu oiseux de s'attarder sur le nombre de morts parce que c'est une nation qu'on a tuée, c'est une nation qu'on a détruite, c'est un peuple qu'on a abruti volontairement, qu'on a affamé volontairement pour pouvoir régner sur des zombies. Donc je trouve autant ce débat, comme je l'ai dit, peut être intéressant pour des exercices de recherche, autant le plus important est de comprendre le cynisme et le calcul totalement haineux qui a sous-tendu le règne de Sékou Touré et dont la Guinée porte la marque aujourd'hui. Et, comme on l'a dit, ces mécanismes s'appuyaient sur des manipulations psychologiques dont Sékou Touré était maître et qui sont fondées sur le mensonge. Et pour illustrer ça rapidement avant d'aborder la vie de Dr Abdoulaye Diallo, on peut s'attarder sur le cas de Ashkar Marof. Il est dit que quand Ashkar Marof a été arrêté, le secrétaire général de l'époque, Outan, s'est rendu à Conakry pour demander la libération d'une personne qu'il estimait beaucoup, qui était parmi ses collègues. Eh bien, Sékou Touré lui a promis que Outan était en partance pour le Libéria, qu'avant qu'il n'atterrisse au Libéria, eh bien, Ashkar Marof sera libéré. Outan partit sur cette promesse et Ashkar Marof sera liquidé.
Ensuite, pour le cas un autre cas qui est ça, c'est le cas de Karim Fofana, dont on a parlé ici, cadre extrêmement doué, qui est sorti de Harvard et de l'école des mines de Nancy, qui avait trouvé qui pouvait travailler dans n'importe quelle grande compagnie avec des titres prestigieux, c'est que tout de même l'appela pour qu'il retourne en Guinée, jouant sur les sentiments patriotiques. Le gars retournera, entamant une industrialisation embryonnaire de la Guinée et se retrouvera exécuté. Troisième cas, le cas du docteur Abdoulaye Diallo qui nous concerne aujourd'hui et qu'on va évoquer. Et je reviendrai plus tard sur la manipulation honteuse et hontée à laquelle Sékou Touré s'est livré pour pouvoir mettre le grappin sur le docteur Diallo et pouvoir l'exécuter. Ce sont ces mécanismes-là qu'on doit avoir présents à l'esprit au-delà du nombre qui est impossible à appréhender, mais qu'on peut résumer uniquement en disant que une nation s'est retrouvée dans le piège, dans le traquenard de bandits qui, jouant sur des sentiments patriotiques et révolutionnaires, ont exécuté sciemment l'avenir et ont attenté sciemment l'avenir de toute une nation. Et la Guinée aujourd'hui est la preuve palpable de ce calcul cynique et sans nom qui n'a d'équivoque dans l'histoire moderne qu'avec celui de Pol Pot au Cambodge. Donc, pour revenir à Dr Diallo, espérant avoir cadré un peu le débat dans lequel on va abonder, eh bien, dans sa biographie, Dr Diallo est né en 1920 à Kankalabé. Son père s'appelait Alpha Ibrahim Silla de Kankalabé, qui est descendant de Karango Alpha Mokolade, qui fut l'un des fondateurs de l'empire théocratique du Fouta Djallon. Sa mère s'appelait Néné Bani Baldé et il était le deuxième fils d'Alpha Ibrahim Silla qui avait plusieurs enfants, environ une vingtaine, dont 8 frères et 13 sœurs. C'est dans cette famille qu'il grandit et ensuite il fera des études primaires à Kankalabé, ensuite à Mamou, et quand il finit ses études primaires, il rejoignit l'EPS à Conakry et de là il alla à l'école William Ponty pour être sorti comme médecin africain. Et il retourne en Guinée pour travailler et en 1960, après l'indépendance, il retourne en France pour suivre une spécialisation en chirurgie thoracique à la faculté de médecine de Paris. Il fut envoyé en France pour compléter cette formation et passer le docteur à la demande de Roger Najib Bakar, qui était le ministre de la Santé de la Guinée. Parmi ceux qui étaient partis en France à l'époque, il y avait Dr Sékou Anne, qui décéda il y a quelques années, Omar Diallo, Ousmane Keita, Namakoudou Diakité et Dr Curtis. 2 ans après leur arrivée en France, ces médecins qui étaient allés pour passer leur doctorat et compléter leurs études de spécialisation, eh bien, ils reçoivent un ordre du gouvernement guinéen leur demandant de retourner en Guinée qu'ils ont assez étudié. Comme vous le verrez, c'est le gouvernement qui décide quand quelqu'un a fini de faire ses études, même si il sent que lui-même il a besoin de se spécialiser pour pouvoir mieux servir. Le gouvernement leur donne l'ordre, eh bien, tous refusent d'obtempérer, à l'exception de M. Ousmane Keita, qui retournera en Guinée et qui sera nommé non pas comme médecin, mais comme directeur du cabinet du ministère de la Santé, et de Namamoudou Diakité, qui retourna du coup parce qu'il était un beau-frère de Mamadi Keita et qui sera nommé ambassadeur. On envoie des gens pour étudier la médecine, ils commencent leurs études, on arrête les études par suite d'un décret, ils retournent dans leur pays, on les met dans la bureaucratie. Façon de compromettre les cadres guinéens, qui était aussi une des techniques par laquelle Sékou Touré réussit à avoir la main haute sur les cadres guinéens. Tous ceux qui refusèrent et qui montrèrent un esprit d'indépendance en voulant poursuivre leur carrière, la carrière pour laquelle ils ont étudié, eh bien ils le paieront cher, comme on le verra plus tard. Donc, mais ces deux cadres qui étaient liés à la famille de Sékou Touré ou à son entourage, M. Ousmane Keita sera arrêté en 1971 et passera 10 ans en prison. C'est lui qui assistait un peu les malades prisonniers au Camboiro. Quant au docteur Namamoudou Diakité, il passera 2 ans en prison
il sera libéré parce qu'il était lié, comme on l'a dit, à Mamadi Keïta. Ensuite, Sékou Touré, comprenant que parmi les gens que Dr Akar avait envoyés, dont Dr Sekouane, Oumar Diallo, Dr Abdoulaye Diallo, Sékou Touré utilise la famille de Dr Abdoulaye Diallo et y compris son oncle qui était ministre, sur lequel on va revenir plus tard dès qu'on aura l'occasion, peut-être demain ou dans quelques semaines, Dr Alpha Amadou Diallo qui était l'oncle de Dr Abdoulaye Diallo pour le convaincre de revenir au pays natal. Et Sékou Touré se renseigne de façon très serrée sur les relations familiales et sur les rapports que Dr Abdoulaye Diallo avait, en particulier avec l'une de ses tantes, qui s'appelait Nénéaï, qu'il adorait, et qu'il adorait en retour. Et il passa par elle pour convaincre Dr Abdoulaye Diallo de revenir. Il avait fini ses études, il commençait à travailler dans les hôpitaux français, quand, utilisant la pression familiale pour qu'il revienne, et il va utiliser la tante de ce dernier, avec lequel il avait des rapports extrêmement filiaux. Donc voilà le caractère mesuré, cynique, programmé de faire arrêter des gens et d'attendre des années, de les mettre dans un piège au jour le jour, de programmer ça pour des années et d'attendre la première occasion pour les liquider. C'est ce qui est caractéristique du régime de Sékou Touré, c'est ce qui le distingue en particulier des férocités politiques qui traversent l'histoire humaine et sur lesquelles il va falloir qu'on fasse très attention parce que c'est du cynisme calculé, c'est un rêve absolument démentiel de détruire une nation petit à petit et sur tous les aspects et en s'attaquant à ses fondements les plus vitaux, la nourriture, l'éducation et la santé. Donc, suite aux pressions familiales, notamment sur la tante, eh bien, Dr Abdoulaye Diallo retourne en Guinée. À son retour, en 1965, il fut nommé médecin-chef de Cancan et il travailla plutôt à Kindia, à Mali, à Boké, à Dubreka, à Labé, et c'est surtout à Cancan qu'il servit le plus, en 1965, où il fut médecin-chef. Quand il servait à Cancan, il devint extrêmement populaire du fait de sa compétence et de son humanisme. Beaucoup d'autres docteurs dont on a fait mention ici, et qui tous périront. Parce que, non seulement ce n'est pas seulement parce qu'ils ont le renom, ce n'est pas seulement parce que c'était des gens compétents, c'est le fait que ces gens-là sont des gens qui ont la volonté intime et démontrée d'aider les gens. Sékou Touré voulait régner sur des zombies affamés et malades. Donc toute personne qui vient et qui montre une intention, surtout si elle est doublée de compétences, d'aider ces gens qu'il veut réduire à l'état de zombies, eh bien, cette personne-là est condamnée. Donc, Dr Diallo, en servant à Cancan, des malades venaient de l'extérieur de la Guinée. Notez bien, de l'extérieur de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Mali, pour se soigner à Cancan. Ça peut paraître un rêve aujourd'hui à des Guinéens, surtout de la nouvelle génération, de savoir qu'il fut un moment, grâce à la compétence et à la dédication de Toubib qui furent sacrifiés alors qu'ils étaient innocents, des gens venaient d'autres pays africains pour se soigner en Guinée, et non pas à Conakry mais à Cancan. Et ces gens envoyaient des lettres de remerciement après qu'ils aient été soignés, envoyaient des lettres de remerciement extrêmement chaleureuses à Dr Abdoulaye, qui les soignait gratuitement quand ils n'avaient pas les moyens. Eh bien, ces lettres, Sékou Touré les confisquera quand Dr Diallo sera arrêté. Et cette arrestation, elle fut le produit de ce qu'on a rebâché ici à maintes reprises, le complot organisé par Sékou Touré avec les troupes portugaises pour pouvoir liquider enfin
avec justificatif à l'appui, tous les cadres guinéens, surtout ceux qui avaient montré qu'ils avaient des soucis pour le peuple guinéen. Donc il faut qu'on note ça très bien. Ce n'était pas seulement la compétence qui était la faute, ce n'était pas seulement le renom, ce n'était pas seulement le nom familial, bien que toutes ces composantes participent dans la mentalité complexée de Sékou Touré. Il y avait aussi la volonté têtue, calculée et cynique d'empêcher tout secours au peuple de Guinée. Tous ceux qui avaient prouvé avoir une quelconque sympathie pour ce peuple, eh bien, c'était des gens qu'il fallait sacrifier. Parce qu'il fallait régner sur une nation d'affamés et de malades et de dénudés d'habits et, enfin, dénudés par là même de dignité. Sur les circonstances de l'arrestation de Dr Diallo, eh bien, un de ses amis intimes, Général Barou, nous a expliqué que Dr Diallo était allé à la Mecque et pendant qu'il était à la Mecque, son nom fut cité dans les aveux du résultat de la torture. Eh bien, tellement la famille était choquée, certains membres de sa famille ne voulaient même pas l'accueillir quand il revint de la Mecque. C'est le docteur Barou qui le reçut. Et lorsqu'il était chez lui, à 20h, des gendarmes arrivent à son domicile et disent qu'ils doivent l'amener au Cambouaro pour une confrontation. Dr Diallo s'était retiré, on l'appela, il sortit, et on l'embarqua avec les militaires. Et on ne le reverra jamais, sauf dans les images avec les tortures comme on montrait les victimes de l'époque. Et je ne sais même pas sûr si on le montra ou bien s'il fit des aveux. On n'a pas eu beaucoup de témoignages à ce niveau. Mais on va continuer à creuser, s'il plaît à Dieu. Et maintenant, la tante que Sékou Touré avait manipulée pour faire pression à Dr Diallo pour revenir, eh bien, elle était, comme on peut l'imaginer, totalement dévastée. Eh bien, après son arrestation, sa tante fait toutes les pressions pour rencontrer Sékou Touré. Et M. Barry, Petit Barry, qui nous a donné ce témoignage, qui a assisté un peu à l'écart de cet entretien avec des efforts de la tante de Dr Abdoulaye Diallo pour rencontrer Sékou Touré et le supplier d'épargner son neveu parce que se sentait coupable de l'avoir fait revenir en Guinée. Eh bien, Petit Barry, Mamadou Barry, qui était l'attaché de presse, il travaille à la présidence et ils appelaient Sékou Touré Al Capone. Cela en dit long sur la mentalité de celui qu'on veut nous vendre comme un révolutionnaire. Donc, quand la tante de Dr Diallo obtint le rendez-vous, elle prit tout son or, je veux dire le rendez-vous avec Sékou Touré, elle prit tout son or et se présenta chez Sékou Touré. Elle lui offrit tout ce qu'elle avait comme or pour qu'il épargne son neveu. Et là encore, c'est là qu'on retrouve la mentalité retorse de Sékou Touré. Vous savez ce que Sékou Touré lui répondit? Elle lui dit non, rassure-toi. Dr Diallo est dans de bonnes conditions et il n'est même pas dans une prison. Il est dans une villa où il ne manque de rien. Toi, tu retournes à la baie et ne dis rien à personne. Je te garantis qu'il sera libéré et il est bien traité. Et quand il accompagnait la tante, il lui dit, et en plus, Dr Diallo, il est plus populaire qu'un chef d'État. Notez bien que le président d'une nation se mette à jalouser publiquement un Toubib qui est renommé du fait de sa compétence, ça en dit long encore sur un autre état d'esprit de Sékou Touré. Eh bien, c'est sur ces entrefrais que la tante sortit. Elle passa dans le bureau de Petit Barry et lui fit part de ce qu'elle venait d'avoir comme entretien avec Sékou Touré, qu'elle traita de bonnes nouvelles sur son neveu. Petit Barry, bien entendu, connaissant bien la mentalité retorse de son patron, n'osa pas lui dire la vérité. Et dès qu'elle partit, quelques semaines plus tard, Sékou Touré déclare au cours d'un meeting
que Dr Abdoulaye Diallo était de mèche avec le groupe SS nazi de Cancan-Bordeaux. Là, il faut faire une précision. Cette appellation grossière est appliquée à des cadres de la coopération de l'Allemagne fédérale qui étaient venus construire un centre d'apprentissage de technologie à Cancan, dans un centre qu'on appelait Bordeaux. Ce n'est pas la France de Bordeaux. Ces cadres financés par le gouvernement, par la coopération allemande, étaient venus installer un centre de formation technique à Bordeaux. Et c'est ces cadres-là que Sékou Touré va décimer. Si un jour on a l'occasion, on va parler d'eux. L'un d'entre eux mourra, on dira qu'il s'est suicidé. Il s'appelait Seybold. L'autre fut libéré, il a écrit un livre et nous aurons l'occasion d'y revenir. Eh bien, c'est ces gens-là, en 1971, soit 26 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la démise totale du nazisme, que ces gens-là que Sékou Touré traitait de SS nazi dans sa propagande mensongère. Et des gens le croyaient. C'est ces gens-là qu'il a assimilés à Dr Diallo Abdoulaye, qui était retourné en Guinée, qui avait acquis un renom parce qu'il était au service des gens et des malades. Eh bien, Sékou Touré dira qu'il était de mèche avec cette appellation totalement farfelue, mensongère et totalement folle de SS nazi appliquée à des coopérants allemands venus pour aider la Guinée et en relation avec un toubib guinéen de renom. Et il était dit que Sékou Touré l'accusera. Il lui dira que, bon, Dr Abdoulaye devait lui faire une piqûre empoisonnée, mais que ce jour-là, Sékou Touré, dans son intuition de magicien, c'était sa façon de manipuler les gens, disant qu'il a des intuitions, qu'il a des révélations surnaturelles. Eh bien, ce jour-là, il refusa que Dr Diallo, docteur de renom, lui fasse la piqûre et il sera lui-même Sékou Touré. Comme ça qu'il manipulait les gens. Faisait croire aux gens qu'il avait des révélations irréalistes, surnaturelles, qui l'ont protégé. C'était aussi dans son arsenal de manipulation. Après ces accusations, alors qu'il a promis à la tante de Dr Diallo de le libérer, qui lui a dit qu'il était dans de bonnes conditions, quelques semaines après, il se livre à ses attaques en public avec des assimilations tout à fait farfelues et mensongères. Et Dr Diallo se retrouvera au Camboiro avec ses amis, dont M. Ibrahima Bodje, qui était ex-directeur de la douane, et Lando Barry. Eh bien, le 30 et 31 juillet 1971, il sera exécuté avec beaucoup d'autres, dont son ami intime, Ibrahima Bodje Baldé, qui était directeur des douanes. C'est ainsi que finit cette vie qui aurait pu encore servir. Sa famille se retrouva éparpillée. En 60, moi je me rappelle, j'étais à l'Abbé, j'ai retrouvé certains de ses enfants avec lesquels j'ai fait des études. D'autres s'éparpillèrent. Ils survécurent, ils sont toujours là. Et nous leur adressons toutes nos condoléances. Et nous leur disons que l'assassinat de leur père, c'est une nation qui a été assassinée, que nous ne les oublierons pas. C'est des victimes non seulement innocentes, mais c'était des gens de haute qualité qui avaient le tort de vouloir rendre service à leur pays, de l'éclairer et de le sortir du joug de bandits comme Sékou Touré et sa petite famille et ses acolytes. Je vous remercie. Merci, M. Ba, pour votre brillant exposé. Alors, comme d'habitude, on va passer la parole au panel de la Commission centrale, M. Lamine Diallo. Si vous nous entendez, vous avez la parole. Oh. Oui, je vous entends. Merci Bachir. Merci M. Barry aussi pour l'introduction. Toujours mes salutations vont et remerciements vont à l'équipe de Fréquence Scandale
et à ses auditeurs. Donc, effectivement, comme Bachir vient de le montrer, de l'expliquer ici, Dr Diallo était un des grands cadres, un des grands médecins guinéens qui était servait à Kankan et qui était d'une renommée extraordinaire. Il était connu au-delà des frontières guinéennes. Et comme c'était indiqué, les gens venaient de partout, de la Côte d'Ivoire, du Mali et des autres régions de la Guinée pour venir à Kankan se faire traiter par lui. Docteur Diallo est de Kankalabé. Je le connais, je connais bien sa famille, parce que comme je l'indiquais dans l'émission en Poulard, quand le père de Dr Diallo, Alpha Ibrahim Silla, qui était le chef de canton de Kankalabé, a voulu qu'il y ait une école à Kankalabé, parce qu'à l'époque, les jeunes de Kankalabé devaient aller jusqu'à Dalaba pour étudier, donc ils devaient rester là dans des familles pour l'année scolaire. Donc, Alpha Ibrahim Silla, le chef de canton de Kankalabé, a fait une campagne auprès de l'administration coloniale pour qu'on ouvre une école primaire à Kankalabé. Donc, quand ils ont ouvert l'école, c'est mon père qu'ils ont affecté là-bas comme premier enseignant. À l'époque, mon père était très jeune, ça c'est dans les années 20. On l'a affecté à Kankalabé donc il a été le premier enseignant là-bas. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai mise sur YouTube qui parle justement du 60e anniversaire de l'école de Kankalabé, là où mon père et M. Koumandian Keita a été affectés et ont enseigné. Donc, ils étaient des invités d'honneur là-bas en tant que maître dans cette école. Donc, c'est comme ça que mon père est allé à Kankalabé, comme il a été le premier enseignant à l'école primaire de Sojo. Vous savez, Dr Diallo, c'est le fils de Faibra Massila, le chef de canton de Kankalabé. Donc, mon père y a fait 3 ans. Et ses 2 enfants sont nés ses 2 premiers enfants sont nés à Kankalabé. Donc, Alpha Ibrahim, qu'on appelait Mongo, qui porte le nom de chef de canton de Kankalabé, Alpha Ibrahim Silla, et mon grand frère, le général Barou, qui est aussi né à Kankalabé, et qui plus tard d'ailleurs reviendra lui-même comme enseignant à Kankalabé et se mariera à la fille d'un des enfants de Alpha Ibrahim Silla. Donc, je connais très bien ce truc. Donc, Dr Diallo a fait des études, comme Bachir l'a indiqué, très brillantes. Il est parti en France. Et là où il a fini ses études en médecine, il est revenu en Guinée sur l'insistance de Sékou Touré, en passant par sa famille, justement. Et il est rentré en Guinée, on l'a affecté à Kankan. C'est là-bas qu'il fut arrêté. C'est à Kankan plutôt qu'il a fait sa carrière avant d'être arrêté. Et comme Bachir l'a indiqué, il était cette année, quand il a été arrêté, c'était lui cette année qui avait accompagné les pèlerins comme médecin à la Mecque. Après son retour de la Mecque, le lendemain de son retour, il a été arrêté. Quand il est revenu de la Mecque, il logeait chez mon frère, le général Barou, qui était en même temps son beau-neveu. Donc, ils sont venus le chercher vers 19h, il était fatigué, il dormait. Et ils sont venus sous prétexte qu'ils devaient le confronter avec quelqu'un d'autre qui était arrêté là-bas et qui les interrogeait et qu'il allait revenir. Donc, ils l'ont arrêté. Ils sont venus le prendre sans tenir compte du fait qu'il revenait de la Mecque et qu'il était très fatigué, très épuisé. Et
ils l'ont embarqué, ils sont allés. Puis depuis ce jour, personne ne l'a revu. Donc, comme Bachir l'a indiqué, il a été exécuté en même temps sans être jugé, comme tous les prisonniers de Sékou Touré, et tous les cadres et les Guinéens qu'il a massacrés. Les gens étaient arrêtés, on les amenait au Camboiro, on les faisait faire des dépositions et puis disparaissaient. Et jamais on n'a rendu le corps à la famille ou on a annoncé à la famille son décès ou on a donné à la famille un certificat de décès au moins pour que sa femme fasse son veuvage. Et rien de tout ça. Dr Diallo est un brillant médecin comme ça. Il ne s'est jamais occupé de politique. Il faisait son métier. Celui qu'on est venu prendre comme ça au retour de la Mecque et le jeter dans une cellule et le laisser là-bas, dans la faim et dans la soif. Et comme vous le savez, quand on arrêtait les gens et qu'on les amenait au Camboiro, ils faisaient 3 ou 4 jours sans nourriture et sans eau. Et c'est à la fin de cette période de diète noire qu'on sortait le prisonnier de sa cellule et qu'on l'amenait devant cette commission d'interrogation. Et là, on lui posait des questions devant un panel de gens qui étaient en train de boire de l'eau et manger. Alors que lui, il a faim et il n'a pas vu toucher à une nourriture pendant ou a bu de l'eau pendant ces 3 ou 4 jours. Et rendez-vous bien compte aussi que pendant cette période-là de diète, la personne ne pouvait pas faire ses toilettes. Et vous savez très bien que la plupart des gens qui étaient en prison, des gens comme Dr Diallo, sont des musulmans. Ils doivent faire leur ablution et faire leur prière. Et on leur refusait même ce devoir-là de pratiquer leur religion en prison. Donc, c'est comme ça que Dr Diallo a disparu. Et malheureusement, il n'a pas été le seul. Il a disparu. C'est comme ça que la plupart des cadres guinéens ou des hommes d'affaires guinéens ou de simples personnes ont disparu comme ça dans ce Camboiro ou à travers d'autres prisons en Guinée. Donc le régime de Sékou Touré était un régime sanguinaire, un régime cruel. Et d'ailleurs, la seule personne qui a vraiment défini ce que c'était le Guinéen sous Sékou Touré, le docteur Soma Dioud de l'OGDH, et à son âme, il a dit qu'en Guinée, le Guinéen n'était pas un citoyen, il n'était pas un sujet, il était un objet de l'État. C'est-à-dire que l'État pouvait en faire ce qu'il voulait. Et personne ne pouvait broncher. Donc, quand on t'arrêtait, on te jetait au Camboiro, tu cessais d'être humain aux yeux de tes geôliers. Ce n'était qu'un objet. Un objet dont il pouvait disposer comme il voulait. Donc, c'est ce qui s'est passé et c'est comme ça que Dr Diallo a disparu au Camboiro. Je me rappelle, après son arrestation, une de ses filles, Kadiatou Diallo, a été venue de Kankan, qu'on l'a transférée parce qu'à l'époque, quand on t'arrêtait, on te vidait la famille de la maison. Donc, elle est venue à Conakry, rester avec ses parents et elle a fait le lycée, on était dans la même classe. Elle s'appelait Kadiatou Diallo. Elle est en France d'ailleurs actuellement. Je connais aussi très bien un de ses fils qui s'appelait Alpha Amadou, qui est d'ailleurs décédé peut-être 3 ans comme ça. Qui lui aussi, bon, comme tout le monde, la famille a été dispersée. On s'est retrouvé à Abidjan quand même, à l'époque en 1972. Il avait fui la Guinée, et j'avais fui aussi la Guinée, et on s'est retrouvé là, à Abidjan. Et lui,
Par la suite, il a continué sur la France. On se revoyait de temps en temps à travers, quand j'allais en Guinée ou en France ou quelque chose comme ça. Bon, il s'est retourné, il est rentré en Guinée, lui, Alpha Amadou, et puis je crois qu'il travaillait pour la compagnie d'eau de Koya. Donc, jusqu'à ces derniers temps, j'ai appris que il s'est suicidé en Guinée. Mais je suis sûr que toutes ces tragédies la rendent les gens faibles. Et que d'une façon ou d'une autre, c'est un peu lié à la façon dont son père a disparu. Donc, je présente encore toujours mes condoléances à la famille de Kankalabé. C'est une grande famille, des gens très bien. Et c'est malheureux qu'on ait eu Sékou Touré comme président en Guinée. Je vous remercie. Merci, M. Diallo. On reviendra à vous pour d'autres questions. Mais d'ici là, on va passer maintenant la parole au panel de Radio Gandal. Mais Ella Sankarela, si vous nous entendez, nous avons besoin de votre contribution. Merci. Je pense que tout a été dit par Bachir et Lamine. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Dr Diallo, si ce n'est qu'un médecin de haute qualité. D'abord médecin africain avant d'aller faire des études en France. Il est revenu avec une grande expertise. Et il a eu à soigner des gens à Kankan, ce qui a permis de lui donner le nom de grand médecin à Kankan. Dr Oba, comme on le dit, Dr Oba, le grand médecin. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais on sait que Sékou en voulait à beaucoup d'intellectuels et il est parmi ces intellectuels qu'il fallait éliminer. Dès que vous devenez populaire, vous êtes une cible du sanguinaire Sékou. C'est tout ce que je peux dire pour le moment et nous retournons l'antenne. Merci Ella Sankarela. Donc, Monsieur Diallo, comme je l'ai dit, je vais vous poser une question. Je sais que vous avez fait la Côte d'Ivoire. Au moment où vous partiez en Côte d'Ivoire, en Guinée, en faisant monter le drapeau, c'était des insultes, des slogans qui insultaient les présidents comme Houphouët-Boigny et Senghor. Donc, vous nous avez laissé en Guinée, vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour continuer vos études et votre carrière là-bas. Est-ce que en Côte d'Ivoire, vous aviez trouvé justifiable les accusations que Sékou Touré portait contre Houphouët-Boigny dans la manière de gouverner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez, quelle comparaison pouvez-vous faire entre la Côte d'Ivoire que vous avez trouvée quand vous étiez quand vous êtes arrivé là-bas et la Guinée que vous aviez laissée? Merci, M. Barry. Comparer la Guinée de Sékou Touré sous Sékou Touré et la Guinée et la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, c'est comme comparer le jour et la nuit. Effectivement, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1972, c'était en été, au mois de septembre. J'avais fait un an à l'Institut Polytechnique de Kankan. Puis ça devait être appelé un Institut Polytechnique. Donc, je vais tout simplement vous donner un exemple. À Kankan, où j'étais étudiant, pendant un an, il y avait la bibliothèque de l'université n'était qu'une seule chambre qui faisait la moitié de mon salon ici, peut-être. Ceux qui l'ont vu. C'était une petite chambre, où il n'y avait qu'un seul livre de maths. Et à l'époque, d'ailleurs, la bibliothécaire de l'université là-bas, c'était Madame la femme de M. Kaba, pas Kaba, de Dossar et là-bas. Elle s'appelait Aminatou Diallo.
C'est d'ailleurs une nièce à moi. Donc c'était ça. Le Resto U de Cancan, si on pouvait l'appeler Resto U, était aussi une salle où on se retrouvait à 5 autour d'un plat de riz et où il n'y avait qu'un seul morceau de viande. Donc, on mangeait la viande à tour de rôle. Ici, aujourd'hui, c'est le tour de la mine. On me dit, bon, c'est toi, le morceau de viande aujourd'hui, c'est toi. Demain, ce sera une autre personne. Je devais attendre pratiquement 5 jours encore pour revoir un autre morceau de viande. Et le matin, chacun avait sa petite tasse en aluminium là. Et c'est là-bas que tu venais, on te mettait du café noir là, et c'est à toi de te débrouiller pour trouver du lait et du sucre. Et puis le morceau de pain était composé d'un pain de la farine mélangée avec de la farine de manioc, et de la poudre de manioc plutôt. Et c'était ça le morceau de pain, qui était très dur. Et le sucre, il fallait le mettre dans l'eau la nuit pour que tu puisses l'utiliser le matin. C'était une catastrophe, franchement. L'IPK, c'était l'ancien hôpital de Cancan qu'on a transformé en université. Donc les étudiants dormaient dans les anciennes chambres des malades ou alors dans le bloc opératoire. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai été reçu par un de mes cousins, monsieur Ibrahim Assori Diallo, paix à son âme, et qui m'a hébergé et m'a acheté des livres de maths et de physique pour que je prépare l'examen d'entrée à l'université d'Abidjan. Donc, quand j'ai pu intégrer l'université d'Abidjan, j'avais une bourse de 35 000 francs CFA du gouvernement ivoirien. Alors qu'en Guinée, j'avais une bourse de 5 000 francs guinéens. L'université d'Abidjan, la bibliothèque de l'université, c'était tout un building de 2 étages, rempli de livres. Les amphithéâtres où on avait les classes étaient climatisés. Mais c'était extraordinaire. Quand on comparait cela à l'université de Cancan, ce qu'on appelait l'université de Cancan, c'était malheureux. Et à l'université d'Abidjan, on ne montait pas le drapeau le matin. Les bus venaient nous chercher à la cité Mermoz, là où j'étais, et nous amenaient à l'université et on s'occupait de nos études. Personne ne nous emmerdait avec de la démagogie ou le culte de la personnalité, comme c'était le cas en Guinée. Donc, franchement, j'ai été content. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné l'opportunité de fuir et d'échapper au régime de Sékou Touré pour me retrouver à Abidjan et faire l'expérience du miracle ivoirien. C'est ce qu'on appelait à l'époque le miracle ivoirien. Et j'ai vu la différence entre un bon chef d'État et un mauvais chef d'État. Un bon leader et un mauvais leader. Un monsieur qui aime son pays et qui a servi son pays, et un monsieur qui s'est servi de son pays. C'était ça la différence entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'était la différence entre la nuit et le jour. La Guinée était un enfer sous Sékou Touré. Et la Côte d'Ivoire était un paradis pour nous sous Houphouët-Boigny. C'est ce que j'avais à dire sur ça. Je vous remercie. Merci, M. Diallo. Alors, Bachir, je reviens à vous encore. Et vous savez que nous sommes à quelques semaines de la célébration encore pour certains de l'indépendance de la Guinée. Pour d'autres, c'est juste une commémoration qui a vu quand même, qui a ouvert cette page tragique. Je parle de l'élimination des cadres guinéens, des fils et des filles capables de servir le pays. Donc, que diriez-vous à ceux-là qui entretiennent la propagande faisant de Sékou Touré, c'est-à-dire quelqu'un qui est un héros pour l'indépendance africaine, pendant que
les cadres qui devaient contribuer à l'indépendance africaine, donc de la Guinée, étaient la cible, étaient victimes d'un acharnement sans égal de la machine que Sékou Touré avait mise sur pied, M. Bassir. Ah, mais comme on a répété ici à plusieurs reprises les circonstances de cette indépendance, et il va falloir qu'on y revienne parce que c'est l'une des plus grandes escroqueries morales et politiques de l'histoire de l'Afrique. La plus grande escroquerie. Et elle a des origines particulièrement scabreuses parce qu'on sait maintenant à quoi Sékou Touré a dû son triomphe contre ses adversaires qui, rappelons-le encore une fois, et nous le rappellerons encore, furent les premiers à appeler à voter pour l'indépendance. On peut parler de Barry III, on peut parler de Barry Yawadou, on peut parler de Kita Komandian, on peut parler de beaucoup d'autres cadres qui étaient non seulement beaucoup plus valables moralement et intellectuellement qu'un Sékou Touré, qui très tôt se sont levés pour appeler à voter pour l'indépendance. On peut parler de Diallo Yassine qui très tôt, avec ses pairs, se sont levés pour abolir l'indigénat. On peut parler sur le plan africain, comme Moffat Boigny l'a témoigné. Ce sont eux qui ont tous demandé l'indépendance. Que Sékou Touré prenne sa petite personne parce qu'il a été épargné par les Français grâce à ses rapports homosexuels avec Cornille Gentil et qu'il se drape avec le titre de révolutionnaire africain et qu'il essaie de placer sa petite personne au panthéon des Cabral, des Mandela, des Ho Chi Minh et du reste de libération, des mouvements de libération de l'Afrique du XXe siècle, c'est une honte pour notre histoire. On doit arrêter ce mensonge, on doit arrêter d'ingurgiter ce mensonge et de l'enfoncer dans la tête de n'importe qui. Parce que c'est une forme de maladie, c'est une forme de mythomanie sociale qu'on est en train d'entretenir. Il faut qu'on enlève ça de nos têtes. On est une nation qui est tombée sous les pattes d'un psychopathe doublé de prostituées politiques et physiques, sans études, sans état d'âme et sans morale. On s'est laissé piéger par cet individu. Il faut qu'on se réveille. Si c'est une erreur, il faut qu'on la rectifie. Parce que c'est une faute, il faut qu'on la reconnaisse. Parce que c'est une erreur historique, il faut qu'on la corrige. Il faut qu'on arrête de se dorloter dans cette mythomanie d'exemple de l'Afrique. Quiconque dit ça, ce n'est qu'un imbécile ou un gars de mauvaise volonté. Il faut qu'on arrête cette escroquerie. Parce que tant qu'on continuera à nous dorloter là-dedans, on continuera à donner un minimum de mérite à un Sékou Touré, alors qu'il n'en a aucun. Et comment se fait-il que lui qui était fonctionnaire maire de Conakry, qui n'a jamais levé un couteau contre un seul colon, le seul colon qui est mort de la violence du PDG, c'était par accident. Et après, ils se sont excusés. Toutes les autres violences qui ont tué plus de 1500 personnes et blessé plus de 10 000 sans compter les dégâts matériels étaient dirigés contre des Guinéens. Et encore des Guinéens qui, beaucoup plus patriotes, appelaient à voter pour l'indépendance. Et tout ça sous le regard complaisant de l'administration coloniale. Alatal a expliqué, quand ils voyaient les gens, les policiers disaient « ouais, on a reçu d'ordre de ne pas intervenir ». Donc voilà la complicité, voilà ce qui a frayé le chemin de Sékou Touré vers l'indépendance jusqu'au fameux discours qu'il devait prononcer parce que c'était une obligation protocolaire. Eh bien, il a prononcé, dès qu'il a vu le résultat, il en a fait sa date de naissance. Il faut qu'on arrête cette escroquerie par tous les moyens possibles et imaginables. Et on continuera à la dénoncer avec la plus grande véhémence pour que les gens enlèvent ces toxines de leur tête. Parce que tant qu'on les véhiculera, la Guinée n'aura pas encore la possibilité d'examiner son passé et de se mirer sur la vérité abjecte de notre histoire. Merci. Voilà, Bachir, je vais continuer encore avec une autre question. Vous savez, on nous a toujours parlé du rêve des Guinéens
en 1958 pour avoir une nation indépendante digne. Bon, mais nous savons tous que les Guinéens qui ont voté pour l'indépendance, ils n'ont pas voté pour les camps de concentration, pour cette violence érigée en système de gouvernance sous Sékou Touré. Donc, entre Sékou Touré, qui accusait les milliers de victimes de traîtres, et lui-même, mais en fait, qui est le véritable traître? Eh bien on le sait au résultat. Qui a contribué à tuer la nation guinéenne, à l'enfermer, à en faire un camp de misère et de répression? Qui l'a fait? Ce ne sont pas les cadres qui ont abandonné, certains ont abandonné leurs études, et les cadres africains qui sont venus dans l'enthousiasme de l'indépendance, croyant que la Guinée allait emprunter un chemin viable. Eh bien, ils sont tous partis parce qu'ils avaient une solution de rechange. Mais les autres cadres guinéens, la moitié qui est restée là-dedans, la moitié qui est revenue, eh bien, on sait ce qu'elle est devenue. Jusqu'à présent, on ne connaît pas où ils ont été jetés, d'où leurs corps ont été jetés. Seuls ceux qui ont fui ont pu rester, sauver leur vie. Le peu qui a pu fuir, ce sont ceux-là qui se sont sauvés. On parlait tout de suite de Dr Abdoulaye Diallo. Eh bien, Dr Anne, avec lequel qui a contribué beaucoup à ses études en France, lui, il est resté. Il est mort il y a 3 ans, il a plus de 90 ans. Médecin de renom, cancérologue de très grand renom en France. Il a sauvé sa vie, mais il a servi, ses compétences ont servi qui? Ont servi la nation française, même si elle l'a formé. Il aurait pu faire du bien en Guinée. Eh bien, c'est une, comme je l'ai dit, c'est la plus grande escroquerie morale et politique du XXe siècle, de l'histoire de l'Afrique du XXe siècle. Elle doit être totalement dénoncée parce qu'elle est extrêmement toxique, elle est extrêmement dangereuse. Tant qu'on ne continuera à traiter les gens, des Guinéens qui ont montré un patriotisme sans égal, de traître, tant qu'on continuera à les ignorer, tant qu'on continuera à trouver la moindre justification à part la psychopathie et la crapulerie de sécurité à leur exécution, eh bien, on ne verra pas clair. La nation ne se relèvera pas. Comme on dit en poulard, c'est comme, en anglais, c'est comme un curse, c'est une malédiction. C'est ça la malédiction de la Guinée syrienne. Cet oubli malencontreux d'une injustice flagrante et d'une escroquerie morale dans laquelle qu'on a fait avaler à des gens et dans laquelle ils se dorlotent comme dernier refuge de compensation, parce qu'on est les derniers de l'Afrique. Étant les derniers de l'Afrique, on se réfugie dans cette mythomanie d'exemple de l'indépendance. Il faut qu'on arrête cette tricherie. Elle n'a pas de nom. La Guinée de l'indigénat, comme on l'a fait ici une émission, la Guinée du régime de l'indigénat qui est un régime presque esclavagiste, et la Guinée de Sékou Touré, c'est exactement la même chose. On a fait des comparaisons point par point, domaine par domaine. On a montré qu'à certains égards, le régime de Sékou Touré, parce qu'il n'y avait pas de remords, il y avait au contraire une mascarade révolutionnaire derrière, il est pire que l'indigénat qui n'est proche qu'à l'esclavage. Alors, il faut qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ok, Monsieur Lamine Diallo, je reviens encore, vous avez fait la Côte d'Ivoire. Je sais la situation qui prévalait en Guinée quand vous quittiez votre pays, la Guinée. C'était des arrestations, c'était vraiment l'enfer. Surtout pour les intellectuels, les entrepreneurs, s'ils existaient au moment où vous quittiez le pays. Bon, quelle comparaison faites-vous entre le régime de Houphouët-Boigny qu'on qualifiait en Guinée de régime fantoche, anti-africain, et le régime guinéen sur le plan de la préservation sur le plan du respect des droits de l'homme, de la dignité humaine. Alors, comme je vais le dire, c'était encore la nuit et le jour. En Guinée, les Guinéens, sous le régime de Sékou Touré, étaient privés de tous leurs droits.
Tu n'avais pas le droit de voyager, tu n'avais pas le droit à la parole, tu n'avais pas le droit à la nourriture, et tu n'avais pas le droit de faire du commerce ou une entreprise privée, et tu n'avais pas le droit de voyager. Et donc, tous les Guinéens pratiquement qui ont quitté la Guinée sous le régime de Sékou Touré se sont faufilés à travers les frontières, et il y a eu beaucoup de morts. Et tu ne pouvais pas te promener librement en Guinée sans se rencontrer des barrages de police ou de milices populaires. La milice populaire partout, même en ville, à Conakry, à tous les carrefours, à partir d'une certaine heure, c'est des barrages. Et tu devais toujours présenter une pièce d'identité. Et tu pouvais disparaître là, sans que personne ne sache ce que tu es devenu. Parce que quand on t'arrêtait sous le régime de Sékou Touré, personne ne pouvait n'oser aller demander des nouvelles de toi. Bon, et quand moi je suis arrivé en Côte d'Ivoire, une fois que je traversais la frontière ivoirienne jusqu'à Abidjan, je n'ai rencontré aucun barrage de police. Personne, tout le temps que j'ai passé à Côte d'Ivoire, personne ne m'a arrêté quelque part pour me demander des pièces d'identité. Certes, nous, en tant que Guinéens, nous n'avions pas de papier de voyage, nous n'avions pas de passeport parce que la Guinée ne livrait pas de passeport aux Guinéens sous le régime de Sékou Touré. La Guinée ne livrait pas de diplôme aux Guinéens sous le régime de Sékou Touré. Donc, nous n'avions pas ça, nous n'avions pas ce bénéfice. Mais les autres que je voyais autour, les étudiants, d'autres étudiants africains qui étaient là à l'université avec nous, ou les étudiants ivoiriens, eux, ils pouvaient voyager librement parce qu'ils bénéficiaient des passeports de leur pays et des bourses de leur pays. Et comme je vous le disais, ma bourse à l'université d'Abidjan était de 35 000 francs CFA par mois. Et sur ces 35 000 francs CFA, je ne dépensais que 7 500 francs CFA pour la nourriture, le logement et les toilettes. Donc, le reste, c'était de l'argent de poche. Et on était libre de nous promener comme on voulait en Côte d'Ivoire, là-bas, à Abidjan, à travers le pays. Et c'était la liberté totale. C'est comme si tu t'épanouissais d'un coup. Et donc, c'était ça, la différence entre ce régime-là, le régime, l'enfer de Sékou Touré, que je devrais appeler l'enfer de Sékou Touré, et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle une fois, je revenais du Libéria, j'avais fait un voyage au Libéria à Monrovia, et ça c'était en 1974. Et je revenais donc, quand je me suis retrouvé du côté ivoirien, j'ai rencontré une jeune femme guinéenne là, qui venait de Yomo. Et on a donc fait le trajet de la frontière ivoirienne jusqu'à Abidjan. Et dans la conversation, quand je parlais avec elle, elle m'a dit, tiens, quand je vais arriver à Abidjan, j'ai mangé de la viande. Je n'ai pas mangé de la viande depuis un an. Je lui ai dit quoi? Elle dit qu'elle n'a pas vu un morceau de viande depuis un an. Je dis, mais alors tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à Abidjan. Allons là, à n'importe quel coin de la Côte d'Ivoire ici, tu as de la viande, tu manges à ta faim ici. Donc, en Guinée, tout manquait. Il n'y avait rien sous le régime de Sékou Touré. Tu ne pouvais pas trouver du sucre, du lait. Tu ne pouvais rien trouver au marché. Donc, ce qui te frappe le plus quand tu es arrivé à Côte d'Ivoire, c'est de retrouver tous ces produits-là maintenant librement, où tu pouvais les acheter librement. Alors qu'en Guinée, il fallait être ravitaillé, aller au comité là-bas, être membre du comité des trucs, aller aux réunions hebdomadaires pour bénéficier du ravitaillement en nourriture que tu mesurais. Il fallait dire aux autorités guinéennes là-bas, au président du comité, combien de personnes il y avait dans ta famille pour qu'on te donne une ration de riz ou d'huile. Donc, c'était ça la différence entre les deux pays. Et en Côte d'Ivoire, c'était la liberté totale.
le droit, où personne n'avait le t'ennuyer pour quoi que ce soit, et l'enfer guinéen où tu pouvais te retrouver dans les mains des services de sécurité à n'importe quel moment. C'est ça la différence. Ok, voilà. Je voudrais vous demander, au cours de votre séjour en Côte d'Ivoire, combien de fois avez-vous entendu parler d'arrestation de hauts cadres, de ministres ou bien de complots durant votre séjour en Côte d'Ivoire? Jamais. Tout le temps que je suis resté 5 ans là-bas, de 1972 en 1977, je n'ai jamais entendu qu'un ministre ou un cadre ivoirien a été arrêté pour une histoire politique. Jamais. D'ailleurs, avant mon arrivée, on racontait avant mon arrivée à Abidjan, on nous a raconté qu'il y avait eu un semblant de complot monté, d'ailleurs de la Guinée, pour accuser des Ivoiriens de vouloir renverser au Boigny. Et on m'a dit qu'à l'époque, il y avait eu des arrestations en Côte d'Ivoire. Mais il y a un des amis d'Ofoué qui est allé le voir. Il lui a dit, écoute Ofoué, tu penses que toutes ces personnes que tu as arrêtées là ont fait un complot contre toi? C'est tes grands amis là. Ofoué a dit non. Je me suis rendu compte qu'on m'a trompé. Et c'est pour cela que j'ai pris les prisonniers, je les ai amenés à Yamoussoukro, je les ai confiés à ma soeur. Je lui ai bien dit, écoute, c'est toi qui t'occupes de leur nourriture, je ne veux pas qu'on empoisonne quelqu'un ici accidentellement jusqu'à ce qu'on finisse savoir qui est derrière cette affaire-là. Quand il s'est rendu compte que c'est un commissaire, c'était le commissaire d'Abidjan, de la police, le commissariat central d'Abidjan, c'était ce commissaire-là qui était derrière ce montage-là et qui travaillait d'ailleurs de mèche avec le régime guinéen. Il a fait une conférence à l'Assemblée nationale où il s'est excusé publiquement. Et il a dit qu'on l'a trompé. Et il a pointé du doigt ce commissaire-là. Il dit, c'est toi qui es derrière ça, mais tu vas voir. Il n'a pas arrêté ce monsieur, mais il a aidé. Ok, on va prendre un auditeur en France. Dans ma présence. D'accord, merci. On va prendre un auditeur en France, rapidement. Ah oui, d'accord. D'accord. Maud Bailo. Alors, bonsoir à tous les fidèles compagnons. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, moi je préfère juste vous écouter et vraiment acquérir en expérience. Et je voulais juste aussi rajouter une petite anecdote. Il y a juste 2 mois, j'ai rencontré madame, malheureusement qui est décédée il n'y a pas longtemps, l'ancienne chef de cabinet à la primature, en l'occurrence madame Touré et maman, voilà, je sais pas, j'ai oublié son nom de famille. Maman Kassori. Maman Kassori, voilà, exactement. Je l'ai rencontré par hasard grâce à un de ses cousins qui habite dans la même ville que moi. Je l'ai appelé comme je suis que son papa était un ancien gouverneur de la ville de Conakry qui a été exécuté dans le complot de 70, ou soi-disant le débarquement de 70. J'ai rencontré cette dame, mais elle m'a raconté, elle m'a fait une révélation, mais qui pouvait montrer une fois de plus que Sékou Touré, certes, n'a pas fait l'objet d'une expertise psychiatrique, mais je ne crois pas que l'homme-là était vraiment quelqu'un de normal. Et elle me dit, mon fils, j'ai rencontré Sékou Touré à la fin de mes études en 71, quand j'ai soutenu. Il m'a appelé, je suis venu à la présidence. Il m'a dit, maman, j'ai appris que tu as fait ta soutenance aujourd'hui et que tu as obtenu ton diplôme d'études supérieures. Félicitations. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi comme cadeau? Elle dit au président Sékou Touré, papa, parce qu'il paraît qu'elle l'appelait comme ça, compte tenu de l'amitié qui existait entre lui et son papa, à l'occurrence Mohamed Kassouri Bangoura, elle dit, moi je souhaite juste, tonton, que tu me libères mon papa. Il me manque beaucoup, il nous manque beaucoup, c'est notre soutien moral et matériel de toute la famille. Qu'est-ce que Sékou fait? Il dit, bon, maman, vas-y, je te réponds. Il prend, il paraît une Renault 12, il donne à madame
Touré Mama Kassouri Bangoura. Celle-ci répare. Et 2 mois plus tard, au lieu que Sékou ne se fasse exécuter en libérant son papa, elle apprend que son papa a été fusillé en octobre, si de bonne mémoire, en octobre 71. Elle dit que ça l'a marqué, ça l'a traumatisé de toute sa vie. Et grâce à un ami à son papa qui était sénégalais, qui a pu l'aider à quitter la Guinée pour aller au Sénégal. Et comme son papa se connaissait avec Senghor, il paraît, arrivé à Dakar, Senghor l'a recruté, il l'a inscrit à l'université pour faire un an d'études supplémentaires et être recruté à la fonction publique sénégalaise où elle est restée jusqu'en 1984 à la mort de Sékou Touré avant de rentrer en Guinée. Donc ça prouve, hélas, combien de fois Sékou Touré était un homme sans cœur. Sinon, un ami, la fille d'un de vos amis, vient vous dire, vous supplier que vous libériez son papa en guise de cadeau de fin d'études. Franchement, un homme normal ne pouvait avoir que chaud au cœur et procéder à la doléance de la fille. Mais malheureusement, Sékou Touré a préféré outrepasser la demande et exécuter son papa. Donc ça prouve combien de fois que Sékou Touré, tout ce que vous racontez là, c'est pas des choses qu'on raconte juste sur quelqu'un qu'on n'aime pas ou quoi, c'est des réalités, c'est des choses qui se sont passées. Et Mama Kassouri, elle est malheureusement décédée tout dernièrement, mais sans pour autant avoir vu la vérité et sans avoir su aussi. Parce que ce qu'elle me disait, ce qui m'intrigue mon fils, c'est que jusqu'à présent, nous ne savons pas où notre papa a été enterré. J'ai voulu lui demander si ça l'intéressait pour qu'elle intervienne dans votre émission. Mais elle m'a dit, bon écoute, compte tenu de mes occupations et de mes responsabilités en Guinée, tu sais ce qui se passe. J'ai dit oui. Elle me dit, voilà, pour le moment, je suis désolé, je ne pourrai pas faire des révélations. Tu sais, c'est le même système qui est revenu. C'est le même régime qui est là. Elle m'a cité l'actuel gouverneur de l'Abbé, qui réellement est celui qui a dénoncé son papa. Et sans oublier que son papa, avant son arrestation, il paraît c'était un vendredi, a fait la prière de vendredi à la mosquée centrale de Koya avec Sékou Touré. Avant que 22h, la Jeep de la milice populaire ne débarque chez eux pour arrêter M. Kassouri Bangoura, l'amener au Camboiro et l'interroger et l'accuser d'être de mèche avec les Portugais qui étaient venus renverser le régime guinéen. Donc ça prouve combien de fois, quoi que nous disons, nous ne saurons jamais l'étendue des dégâts que cet homme-là a causé. Vous avez raconté tout de suite le décès, le suicide du fils du docteur Abdoulaye Diallo. C'est ça? Ils sont tous traumatisés. Hein? Ils sont jusqu'ici tous traumatisés sans exception. Et un ingénieur qui est à Lyon ici, qui était le fils aîné de Bandé Ousmane, Ibou Baldé, jusqu'à présent qui n'ose pas rentrer faire 2 semaines en Guinée. Parce qu'il est tellement marqué et le manque de solidarité de l'État guinéen envers la famille lui a tellement traumatisé que s'il va en Guinée, c'est juste pour voir Hadjarabi, juste pour 1 semaine, et puis il quitte, soit il reste en Sierra Leone ou au Libéria avant de revenir en France. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, vraiment, vous ne saurez jamais expliquer l'étendue des dégâts que Sékou Touré a causé sur la Guinée. Merci beaucoup, Ella Sankarela, et merci à toute l'équipe. Et nous sommes vraiment très, très reconnaissants envers tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre contribution. Bachir, je voudrais que tu fasses toi aussi une remarque par rapport à son intervention ici. Et surtout, il a parlé du gouverneur de l'Abbé. Donc, on a toujours dénoncé quand même la présence des résidus de l'appareil de Sékou Touré dans les gouvernements qui se sont succédés après lui. Qu'en dites-vous, M. Bachir? Ouais, non, c'est bon, tout juste. C'est pour revenir rapidement à Kassouri Bangoura.
On sait qu'il est mort en 74 ou 75. Et puis, il avait un cancer qui le rongeait et on le laissa mourir. Ses souffrances étaient totalement atroces à l'intérieur de la prison. Son ventre était distendu à l'extrême, il avait une forme squelettique. Le reste de son corps ressemblait seulement à un enfant, comme ça a été décrit par Alata lui-même. Et il disparut sans maudire son ami jusqu'à la dernière seconde. Il rendit Ismaël seul responsable de son malheur. Et je me rappelle, quand on l'a arrêté de sa déposition, j'étais au lycée, il a pleuré pendant qu'il déposait, il a rappelé à Sékou Touré, rappelle-toi comment on a combattu ensemble. C'était l'un de ses meilleurs amis. C'était l'un de ses meilleurs amis qu'on a laissé mourir de cancer dans une cellule abjecte comme celle de Kambouarou. Maintenant, pour ce qui est de l'assertion de Mama Kassori, effectivement, que le système n'est pas parti, c'est ça l'essence de notre combat. Et merci encore, Baïlo, de ramener ça sur le tapis. Un système politique ne meurt jamais si on ne l'abat pas. Il ne meurt jamais. Le temps n'a rien à voir avec les changements politiques. L'éducation n'a rien à voir avec les changements politiques. Il faut l'abattre, il faut le démanteler dans les esprits, il faut le démanteler dans son corps, il faut démanteler ses institutions. Et c'est à cela que tout Guinéen patriote doit aspirer. Il faut qu'on désécoutorise la Guinée. Et si on ne la désécoutorise pas, ils sont toujours là. Et parce que chaque génération fait des enfants. Les enfants de leurs enfants ou les arrière-petits-enfants de leurs enfants se croiront toujours tout permis parce que l'histoire ne leur aura pas donné la leçon. Donc c'est ce qu'il faut dire. Arrêtez d'avoir peur, de cacher des choses. On sait que les enfants des victimes, beaucoup d'entre eux sont traumatisés, mais le traumatisme n'est dans rien. Au contraire, la seule forme de salut pour lutter contre le traumatisme et empêcher que notre pays ne reste sous les jougs de ces bandits, c'est la lutte. Nous les convions, nous comprenons totalement leur désarroi, on partage le même désarroi peut-être à des degrés différents, mais il faut qu'ils viennent rejoindre notre combat, qu'ils n'aient pas peur de combattre, que c'est la seule forme de salut et de cure qu'ils ont, c'est en rejoignant le combat et de comprendre que c'est une tragédie qui nous a atteints tous. Donc, il ne faut pas qu'ils personnalisent les tragédies, c'est une tragédie collective dont on continue à souffrir. Quand il y a des bandits comme les Madifing qui se permettent d'aller à la baie et insulter les peuples en plein centre de la baie et que rien ne se passe, eh bien, ça montre jusqu'où notre peuple a été atteint. Je vous remercie. Merci, Bachir. Monsieur Barry, j'aimerais tout simplement préciser que, si je peux, Baïlo vient de dire que Mama a dit que c'est le régime de Sékou Touré qui est revenu actuellement. Parce qu'elle est décédée récemment, là, il y a peut-être 2 ou 3 mois. Et donc elle dit qu'elle ne peut pas parler parce qu'elle travaillait dans le système et elle sait que ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire nous avons souligné ici que ce sont les rejetons de ces familles-là qui sont encore dans toutes ces positions-là, qui occupent les positions clés aujourd'hui dans le régime d'Alpha Condé. C'est ce que je voulais préciser, quoi. Merci beaucoup. Voilà, il y a une autre question ici. Bon, le cas de Dr Diallo n'est pas unique. Il y a eu assez de Guinéens ou assez d'Africains quand même qui avaient quitté les pays d'accueil pour revenir en Guinée, pour venir en Guinée aider le pays à son développement. Mais malheureusement, ce qui est arrivé à Dr Diallo est arrivé à beaucoup d'entre eux. Donc, pensez-vous maintenant que Sékou Touré mérite toujours d'avoir, disons, le titre de héros de l'indépendance africaine, pendant qu'il a décimé l'intelligentsia, ces hommes et ces femmes-là qui devaient contribuer au développement de l'Afrique. Et nous avons vu en Côte d'Ivoire, par exemple, combien de fois des cadres, de jeunes ou bien d'intellectuels ont quitté, qui sont allés là-bas ont eu refus et personne d'entre eux n'a eu de problème. Même les Guinéens qui ont survécu, c'est des gens qui s'étaient refusés dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous qu'on continue à dire de Sékou Touré que c'est un héros de l'indépendance africaine? Pensez-vous que diriez-vous à ces gens-là qui continuent à véhiculer cette démagogie?
mensongère. Bachir. Ah ben, vous m'obligez à me répéter, ils sont dans l'erreur ou bien dans la mauvaise foi. S'ils sont dans l'erreur et par l'ignorance, eh bien, on est prêt à les débattre. Ils peuvent demander, ils peuvent appeler Radio Gandal et venir nous démontrer qu'on a tort. S'ils ont appris quelque chose d'autre, autre que ce que nous avons dit ici, qui est fondé sur des recherches et sur des faits. Et ceux qui sont dans l'erreur, qui ont assimilé les toxines de la propagande du PDG, nous leur demandons de s'en défaire, parce que c'est une maladie. C'est une maladie qui empeste toute la Guinée. C'est une maladie qui empêchera la Guinée de sortir de l'ornière tant que on ne reviendra pas pour nettoyer le pays des toxines et de l'héritage de Sékou Touré. L'histoire ne se construit pas de façon positive, elle est toujours corrective. Je l'ai répété ici plus, l'histoire est toujours corrective. C'est toujours en corrigeant le passé qu'on arrive à faire le progrès. Ce n'est pas en écrivant des projets, en écrivant des sociétés idéales dans des papiers et essayer de les appliquer. Les communistes ont essayé ça a été l'enfer. Donc, l'histoire de la Guinée doit être conduite de façon corrective. Et la façon corrective de le faire, c'est de démanteler pièce par pièce, copeau par copeau, les mécanismes de terreur, de misère, d'ignorance et d'arriération que le régime de Sékou Touré a sciemment imposé dans notre pays. C'est un devoir. Si on veut se progresser, il faut qu'on revienne sur ce passé, l'éplucher et le démonter pièce par pièce pour expliquer aux gens leur erreur et pour expliquer aux survivants ce qu'ils ont vécu qui n'avaient pas tort et pour que les générations futures apprennent que ce qui a été fait était une erreur et qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs. L'histoire est corrective. Si on refuse de corriger notre histoire, on restera dans l'ornière de la faillite comme elle a été. 35 ans après la mort de Sékou Touré, on en est là encore. Et ils sont revenus en force. Donc, c'est un combat hautement politique et de survie que nous menons ici, à notre petite échelle. Que les gens nous y rejoignent, parce que ceux qui se dorlotent à l'idée, en croyant que des élections, en croyant que le temps, en croyant que des nouvelles générations, en croyant que des routes vont changer la Guinée, eh bien, je suis désolé de leur dire qu'ils sont dans le délire et qu'ils doivent se réveiller. On doit corriger notre histoire, on doit la nettoyer pour avoir une nation propre. Sans une nation propre, on n'avancera jamais. Merci. Voilà, Monsieur Lamine Diallo, je vais toujours revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire avec la Guinée. Il y avait eu vraiment un mouvement de la Guinée vers la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait un autre mouvement à sens contraire, c'est-à-dire un mouvement de la Côte d'Ivoire vers la Guinée? Et s'il n'y avait pas ça, selon vous, qu'est-ce qui expliquait le fait que le mouvement était à sens unique, seulement de la Guinée vers la Côte d'Ivoire, mais pas de la Côte d'Ivoire vers la Guinée? Oui, vraiment, si on veut savoir la réussite ou l'échec d'un régime, il faut qu'on mesure le flot humain. Le flot humain, regardez la direction plutôt du flot humain. Le flot humain était toujours de la Guinée vers la Côte d'Ivoire, sous le régime de Sékou Touré. Ça n'a jamais été de la Côte d'Ivoire vers la Guinée. Donc, ce qui est certain, c'est que les Guinéens fuyaient la Guinée pour aller se réfugier dans les pays limitrophes, notamment en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a jamais été le cas où des Africains ont fui leur pays pour venir se réfugier en Guinée sous le régime de Sékou Touré. Donc, cela explique vraiment là où il y avait le mal et là où il y avait le bien. Donc, ça, c'était évident. C'est l'un d'ailleurs des critères les plus trucs. Regardez, par exemple, ici en Amérique où nous sommes. Hein, le flot ici humain, c'est de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord, les États-Unis. Ce n'est jamais vers des États-Unis vers les pays de l'Amérique latine. Donc, c'est ce qui explique la réussite ou l'échec d'un pays. Quand les gens commencent à fuir ton pays, quand les citoyens fuient le pays pour aller se réfugier dans les pays limitrophes ou aller s'exiler ailleurs, comme ça se passe aujourd'hui en Guinée encore. Hein, on voit encore jusqu'à présent un flot énorme de Guinéens vers l'Europe parce que
les autres pays africains sont devenus un peu difficiles à vivre. Mais on voit un flot ici de la Guinée vers l'Europe, et dans des conditions horribles, en traversant le désert, la Méditerranée, et tout ça pour se retrouver en Espagne ou au Portugal ou en Italie. Donc, c'était ça en fait. Donc, il n'y a pas tellement élaboré là-bas. Donc, je rajouterai seulement à la question que vous avez posée à Bachir ici et à laquelle il avait répondu un peu plus tôt, et que Sékou Touré est une grande escroquerie. Et nous l'avons démontré ici en faisant son histoire, l'histoire de sa genèse, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, on sait maintenant que c'est en se prostituant avec Corny Gentil qu'il a fait avancer sa carrière politique. Donc, nous n'avons pas eu la chance en Guinée, c'est tout. Nous sommes tombés sur ce bonhomme-là qui a été utilisé par l'administration coloniale pour combattre les intellectuels guinéens qui, à l'époque, parlaient de l'indépendance. Et on s'est retrouvé avec ce criminel au pouvoir. Merci. Merci pour votre réponse. Donc, quand encore on voit toujours le bilan humain et le bilan économique, c'est-à-dire le bilan de notre indépendance, il faut voir ainsi, parce qu'en fait, en tant que patriote, on ne peut pas être heureux du bilan de notre indépendance pour le moment. On va travailler à ce que la Guinée soit vraiment un pays où vraiment il fait bon de vivre. Maintenant, M. Bachir, en concluant, je voudrais vous poser la question de savoir, entre Sékou Touré, disons, et le peuple de Guinée, concernant l'indépendance, il y a eu trahison, mais qui a été trahi et qui a trahi? Vous allez conclure à répondre à cette question. En deux mots, le peuple de Guinée, la nation guinéenne a été saccagée par un bandit, traître à la cause africaine, que fut Sékou Touré, et que nous devons à tout prix extirper des mentalités dans sa vie, dans sa conséquence et dans sa politique. Tout doit être expurgé de la Guinée pour qu'elle avance. Je remercie. Merci. Invalid option. Allahumma tarika mafabito men hiwmen wata yeddu be jamfito men kala magano wiido no lorrude en yo alko adade o hewtude en siwana Allahu nangani en be wonbe e bonnude bannana en mido felliti ande waday kame en yo fabito en yo tambito en taw accutu waybe hoore men himo andi no fandiri dole men galududa fere no majjiri en yo wana do galonji ala eme yo fabo taw accube hersina en Allahumma ferbe no naati e dina men hino jiba no dinga e hoore men fiya julbe no wilta be nyaadana en fena tonya be hippo kambana en jara jena no murtina ɓiɓɓe men kala janguɗo alqur'ana men hadi bonki ɓe kuɗɗa ɓe nora en joman suudaki mande amen gasata kami holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men kono joman wawuɗo yottano men joman suudaki mande amen gasata kami holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men koni joman wawuɗo yottano men amin ya
Gandal.